Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette pause science. Alors, le principe est simple, c'est qu'entre midi et deux, nous vous proposons un moment privilégié avec un spécialiste du territoire qui va vous parler de la science qui est faite en Guyane. Alors, la science qui est faite en Guyane, figurez-vous qu'elle se fait dans de nombreux domaines. Euh, la santé, les sciences humaines, la forêt, l'écologie, le littoral, la linguistique, et j'en passe bien d'autres domaines encore. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui fait souvent l'unanimité, car il semble qu'il y en ait partout, ce sont les petites bêtes. Une équipe de chercheurs s'intéresse à l'écologie des forêts de Guyane et travaille notamment sur les fourmis et les champignons. Ils bénéficient de fonds européens et de crédits de la CTG et de l'État depuis plusieurs années, et des avancées ont été faites dans ce domaine. Alors, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste du groupe des fourmis, un myrmécologue. Il est chercheur au CNRS et travaille sur le campus agronomique de Kourou. C'est le docteur Jérôme Aurivel. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, on va tout de suite rassurer les gens qui nous regardent. C'est pas du tout un exposé technique que tu vas nous faire. Non, c'est un exposé clairement grand public, c'est pas de la science pure et dure, c'est accessible à tous. Pour ceux qui attendaient beaucoup de science, je vous donne rendez-vous une prochaine fois, mais vous pouvez toujours rester là parce que c'est aussi à base de science. D'accord. Et est-ce que éventuellement les internautes pourront poser leurs questions également? Oui, alors je vais faire un exposé qui va être en trois parties. Je vais vous parler un peu de biodiversité, puis après je vais essayer de vous convaincre que les fourmis sont intéressantes, et enfin vous parler des projets en cours que l'on mène dans le domaine de l'écologie des fourmis et le fait de susciter l'intérêt pour l'étude de ces petites bêtes en termes d'éducation à la biodiversité, notamment auprès des scolaires. Donc à la fin de chacune de ces parties, évidemment, il n'y a aucun problème pour que les questions soient posées et que je tente d'y répondre du mieux possible. D'accord. Alors donc vous connaissez, hein, tout le monde, le principe des Facebook Live. Vous posez vos questions dans les commentaires et donc on les lira en direct ou on y répondra directement. Du coup, Jérôme, je te passe la parole. Eh bien, merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, je vais vous parler de biodiversité de fourmis et essayer de vous convaincre qu'il est intéressant d'étudier ces petites bêtes. Alors, quand on parle de biodiversité, hop, attendez, 2 petites secondes, voilà. Quand on parle de biodiversité, finalement, qu'est-ce qu'on entend par là? La biodiversité, c'est en fait un concept qui est aussi ancien que la vie sur Terre, puisque ça représente l'ensemble de la diversité des êtres vivants. Et malgré que ça soit quelque chose de très ancien, la biodiversité, le terme biodiversité, il a été popularisé finalement que très récemment, dans les années 80, par une personne qui s'appelle Edward Wilson. Et Edward Wilson a passé toute sa carrière à étudier les fourmis. Donc finalement, les fourmis sont peut-être au cœur de la biodiversité, mais en tout cas, elles sont dans le cœur de celui qui a popularisé ce terme-là. Alors, la biodiversité, je vous le disais, ça regroupe l'ensemble de la diversité des êtres vivants, mais ça aussi, il y a plusieurs concepts sous-jacents sous le terme biodiversité. Le premier que tout le monde connaît, c'est celui de la diversité des espèces. Dans un lieu donné, les espèces de la ville de Kourou, les espèces de la forêt guyanaise, les espèces de l'océan Atlantique, etc., etc. L'ensemble de la diversité de ces espèces. À une échelle plus fine aussi, la biodiversité, c'est la variabilité entre les individus d'une même espèce. Vous avez ici différentes variétés de tomates, différentes races de chiens, toutes appartiennent à la même espèce, tomates et chiens, mais les différences individuelles sont basées sur des différences génétiques qu'il y a entre les individus, et donc la variabilité des gènes fait partie de la biodiversité. Les tomates et les chiens, cette variabilité génétique est due à une sélection par l'homme, mais on retrouve aussi ça dans les espèces naturelles et les espèces non domestiquées, pardon. Et vous avez par exemple sur la droite là des papillons où le papillon de la colonne du haut et celui de la colonne du bas appartiennent à la même espèce. Et en fait, on a une collection printemps et une collection automne chez ces papillons, des variations fortes entre les individus en fonction des saisons. À une échelle plus large aussi, la biodiversité, c'est la diversité des écosystèmes et des paysages. La forêt tropicale est un paysage particulier, clairement différent de la calotte glaciaire ou d'un océan. Et donc, tous ces écosystèmes abritent
des espèces particulières et différentes des autres écosystèmes. Enfin, la biodiversité, c'est aussi et surtout les interactions entre les espèces. Il n'y a aucune espèce sur Terre qui vit seule, indépendamment des autres. Toutes les espèces interagissent, et sur ce schéma, vous avez des réseaux d'interaction entre des plantes, ce sont les petits ronds, et puis des animaux, les carrés, qui vont disperser les graines de ces plantes. Alors ça, c'est dans le Pantanal, au sud du Brésil. Les animaux mangent les graines, les dispersent, et vous pouvez comprendre assez facilement que si vous modifiez ce système d'interaction, si vous enlevez un maillon du système, un ou plusieurs, si des espèces disparaissent, ça peut facilement faire péricliter l'ensemble du système. La biodiversité, c'est aussi des fonctions, ça rend ce qu'on appelle des services écosystémiques. Et ces services écosystémiques, on peut les classer en 4 grandes catégories. Des fonctions, des services qu'on appelle d'approvisionnement, c'est l'eau que l'on boit, c'est la nourriture qu'on mange, c'est les médicaments que l'on prend, ce sont les médicaments que l'on prend, et c'est aussi certains de nos habits qui sont faits avec des fibres végétales. La biodiversité, c'est aussi des services écosystémiques de régulation, c'est la régulation de la qualité de l'air, du climat, de l'eau, etc., etc. C'est la régulation des espèces nuisibles. C'est aussi une fonction importante comme la pollinisation des plantes. Il y a des fonctions de soutien aussi, c'est le cycle des nutriments, la photosynthèse ou la formation des sols. Et enfin, la biodiversité rend aussi des services culturels, de beauté, de loisirs, etc., etc. Alors, quelques chiffres quand même autour de la biodiversité. Ce que l'on connaît actuellement, c'est ça. C'est 1,2 million d'espèces connues, décrites dans le monde. La distribution de ces espèces, on peut la représenter de cette façon-là. En gros, il y a la moitié qui sont des insectes, environ 300 000 espèces de plantes, et puis après, un peu plus du dernier quart est représenté par d'autres invertébrés, les champignons, tout ce qui est unicellulaire, et une petite partie par les vertébrés. Mais les estimations suggèrent fortement qu'il y aurait un peu moins de 9 millions d'espèces sur Terre, ce qui fait que finalement, on n'en connaît pas grand-chose. Ce que l'on connaît, c'est moins de 15%. Et qu'il en reste énormément à découvrir. Et si l'on regarde la distribution probable de la biodiversité en fonction des groupes taxonomiques, cette biodiversité totale serait composée aux 3/4 d'insectes. Le deuxième groupe le plus fréquent sont les champignons, et puis après, les autres groupes, et les vertébrés dans tout ça représentent finalement peu de choses, parce qu'on connaît quasiment tout des vertébrés, donc il y a peu d'espèces à découvrir. Et donc, les 3/4 sont des insectes ou des arthropodes, on va dire, de façon générale, et on estime qu'il y aurait 6 millions, un peu plus de 6 millions d'espèces d'arthropodes sur Terre, ce qui fait que dans les forêts tropicales, où la diversité est la plus importante, la diversité des espèces d'arthropodes dans les forêts tropicales par hectare avoisinerait les 18 000 espèces, ce qui fait quand même beaucoup pour un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Quelques autres chiffres en termes de biomasse. L'essentiel de la biomasse en tonnes de carbone est représenté par les plantes, avec pas loin de 83% qui est représenté par les plantes, et puis ensuite les bactéries. Et les vertébrés dans tout ça, enfin pas les vertébrés, l'ensemble des animaux dans tout ça, c'est le petit carré que vous avez en bas, et ça représente moins de 0,5% de l'ensemble de la biomasse, 2 milliards de tonnes de carbone environ. Et la biomasse des vertébrés est aussi distribuée de la façon suivante, avec la moitié de cette biomasse, un peu moins de la moitié, on va dire, qui est représentée par les arthropodes. Et les humains, dans tout ça, c'est les 2,5% que vous voyez, mais 2,5% du 0,4% total. Donc les humains, finalement, c'est presque rien dans toute cette biomasse. Je vous ai dit tout ça, c'est le portrait global de la biodiversité, mais finalement, la biodiversité dans les yeux du grand public, on peut souvent la résumer à cette photo-là. C'est quelques espèces dites emblématiques, charismatiques ou remarquables. C'est la biodiversité des peluches pour les enfants ou la biodiversité de certains dessins animés. Et une étude récente a essayé de caractériser quelles étaient les 20 espèces les plus charismatiques aux yeux du grand public et pourquoi ces espèces étaient charismatiques.
Et quand on le regarde, le classement, bah, ces 20 espèces, ce sont le tigre, le lion, l'éléphant, la girafe, la panthère. Ça, c'est les espèces du livre de la jungle. Et puis après viennent le panda, le guépard, l'ours polaire, le loup, etc., etc. Si vous regardez toute cette distribution, finalement, vous avez 20 vertébrés. Il y en a 18 qui sont des mammifères, un reptile, le crocodile, et puis un marsupial, le koala, qui arrive en avant-dernier. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif de la biodiversité globale qui existe sur Terre. Et pourquoi ces espèces sont considérées comme charismatiques? Ça se joue en gros sur 3 critères, selon les enquêtes qui ont été menées. Ces 3 critères, ce sont les 3 critères que vous avez en haut, en rose, en rouge et en bleu. C'est la beauté, le fait que ces espèces soient impressionnantes et le fait qu'elles soient aussi en danger. Et ces critères-là représentent pour la grande majorité des espèces plus de 60-70% des caractéristiques qui en font des espèces emblématiques. Et donc la biodiversité, on peut aussi la voir selon 3 catégories. Cette biodiversité charismatique, ou remarquable, emblématique, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la biodiversité spectaculaire, avec sur la première marche du podium, le tigre. La biodiversité ordinaire, celle qui est commune, qu'on croise tous les jours, c'est le kikiwi des jardins guyanais ou le pigeon des trottoirs parisiens. Celle-là, finalement, on n'y fait pas forcément très attention. Et puis, il y a cette biodiversité qu'on peut qualifier de négligée, c'est celle qui est inconnue, voire même non souhaitée. Un exemple criant étant le moustique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui souhaitent passer leur vie à côté des moustiques. Et donc, avant de prendre des questions s'il y en a, mon propos suivant, pour faire le lien dès maintenant, ça sera de vous démontrer que cette biodiversité négligée n'est pas forcément négligeable, et je vais essayer d'illustrer ça au travers des fourmis. Mais si vous avez des questions dès à présent, avec plaisir. Alors, non, je ne vois pas de questions en commentaire, Jérôme. Du coup, on peut enchaîner sur les fourmis directement. Ok, pas de problème. Donc les fourmis, c'est un groupe qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout même le plus diversifié qui existe sur Terre. On connaît actuellement 15 000 espèces de fourmis. Les estimations disent qu'il y en aurait 25 000. Donc, au regard des 6,1 millions d'espèces d'arthropodes qui est estimé sur Terre, 25 000, ça fait pas beaucoup. Mais par contre, les fourmis, il y en a partout. Ça fait partie des animaux les plus abondants sur Terre. Et il y en a presque partout, le presque étant l'Antarctique et quelques zones du pôle Nord. Mais sinon, vous trouverez des fourmis partout et en abondance. Et elles sont tellement abondantes, notamment dans les forêts sud-américaines, qu'on estime que leur poids équivaut à 4 fois celui de tous les vertébrés. Donc, tous les vertébrés, c'est les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, etc., etc. Donc, des fourmis, il y en a beaucoup. Si vous vous rappelez aussi les 3 critères pour caractériser des espèces emblématiques, le premier était la beauté de ces espèces. Les fourmis, sur ce critère-là, peuvent aussi être belles, à condition qu'elles soient bien prises en photo, comme c'est le cas là, ou alors parce qu'elles ont des têtes, des morphologies particulières, avec des oreilles, des têtes en forme de casque ou des grandes mandibules. Et si on brosse une galerie de portraits des fourmis, ben on va trouver un peu de tout, avec des fourmis qui ont des gros yeux ou pas d'yeux du tout, des fourmis qui ont des grandes mandibules, qui ont des couleurs un peu particulières, des épines, une cuticule lisse et brillante ou avec des granulosités, des stries, etc. etc. Et les fourmis peuvent être aussi impressionnantes. C'est le deuxième critère des espèces emblématiques. La plus grosse fourmi fait plus de 4 cm, la plus petite, à peine 1 millimètre. Et certaines ont aussi des têtes vraiment bizarres. Cette fourmi-là, par exemple, avec ses mandibules à 3 épines, 3 sabres, est spécialisée dans la capture de mille-pattes qui sont couverts de poils urticants. Et ces mandibules lui servent à capturer ces mille-pattes, à les éplucher pour enlever les poils urticants. Elle pourra manger la bête après. Et les poils urticants vont lui servir à tapisser l'entrée de son nid pour éviter que des prédateurs viennent piller le nid.
Pour finir sur des têtes de fourmis, en voici 3 autres exemples avec des couleurs particulières ou des formes particulières. Celle de droite, la dernière, est une fourmi soldat d'une espèce qui habite dans des petites branches. Et en fait, la forme de sa tête, cette forme de sombrero, fait que c'est une gardienne qui va servir de porte. Elle ferme la porte avec sa tête et plus personne, en tout cas, plus personne ne peut rentrer, sauf s'il a le bon code. Plus impressionnant aussi, ce sont des fourmis préhistoriques qui ont vécu au temps des dinosaures et qui n'ont pas grand-chose à leur envier, peut-être à part la taille. Et ces fourmis de l'enfer, comme les ont appelées les chercheurs, ont des mandibules, des têtes particulières constituées de cornes ou de sabres qui leur servaient à capturer leurs proies, les immobiliser pour pouvoir les consommer après. Donc les fourmis, morphologiquement, peuvent être impressionnantes, mais elles sont aussi impressionnantes par leur capacité à soit à porter des charges, ça tout le monde le connaît, une fourmi est capable de porter plusieurs dizaines de fois son poids, elles ont des compétences assez impressionnantes parfois, et ce sont aussi pour certaines des ingénieurs de l'écosystème, avec des nids qui ne payent pas forcément de mine à la surface, mais si l'on va en profondeur, on se rend compte que ce sont des véritables citadelles constituées de multitudes de chambres, toutes connectées par des galeries. Et donc là, vous avez des chercheurs qui ont coulé du béton dans le nid d'une fourmilière de fourmis manioc. Et ces fourmis-là cultivent un champignon à partir des feuilles qu'elles découpent. Et donc les chambres sont des champignonnières dans lesquelles vont se trouver les larves, le champignon, et ces fourmis ne consomment que le champignon qu'elles mangent. Mais quand vous voyez la taille de cette fourmilière-là, en sachant qu'il n'y a qu'une seule reine dedans, ça fait quand même assez impressionnant. Les fourmis ont aussi une image positive dans l'opinion publique, et la plus connue de cette image, c'est la fable de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi, où la fourmi est une fourmi prévoyante et par rapport à la cigale qui, elle, a plutôt une âme d'artiste. Et il y a aussi des films qui ont mis les fourmis en avant, comme des dessins animés comme Fourmise ou Mille et une pattes, et plus récemment des Marvel comme Ant-Man et puis son descendant Ant-Man et la guêpe. Donc finalement, les fourmis sont présentes partout. Elles ont beaucoup de compétences et elles ont une image positive dans l'opinion publique. Donc tout ça nous a laissé penser que c'était un bon modèle d'étude pour développer des projets en termes d'éducation à l'environnement et de sensibilisation des plus jeunes enfants dans les écoles. Donc je vais vous parler de ça pour terminer, mais là aussi, à ce stade, on pourrait peut-être prendre des questions. J'en vois 2. La première qui est... Oui. La Est-ce première, que les donc, est-ce fourmis que les manioc... fourmis manioc Oui, vas-y. construisent également, est-ce que les fourmis manioc ont elles aussi des citadelles impressionnantes, les nôtres, celles que nous Oui, avons en Guyane? oui. Il y a 2 espèces fréquentes en Guyane. Une qui vit plutôt dans la forêt, une qui vit plutôt dans les zones ouvertes, ensoleillées. Et les deux construisent le même type de nid. On ne voit pas grand-chose à la surface, si ce ne sont les cheminées de sortie, mais à l'intérieur, c'est une multitude de chambres, toutes connectées avec des galeries. D'accord. Et il y a déjà eu des moulages qui ont été faits, comme celle du film que tu nous as montré? Pas à ma connaissance en Guyane. Non. Mais ça aboutirait à la même chose. D'accord. Alors, on a une autre question. Finalement, dans un hectare de forêt, combien est-ce qu'il y a de fourmis différentes? Euh, Ça dépend où se situe cet hectare de forêt. S'il est en Guyane, Oui, en Guyane, oui, j'imagine. pour la totalité de la Guyane, on estime qu'il y aurait pas loin de 1000 espèces de fourmis. Donc, j'ai pas de chiffre très précis pour un hectare de forêt. Ça varie beaucoup, mais c'est plusieurs dizaines d'espèces, voire même plus d'une centaine. D'accord, dans un hectare, d'accord. Oh, Ouais. d'accord.
Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas d'autres, on peut passer à la suite. OK. Je vais terminer avec les projets que l'on a mis en place, qu'on développe actuellement sur les fourmis. Et je vais axer mon propos uniquement sur les projets qui allient études scientifiques, mais je ne vous parlerai pas de ces études scientifiques, et l'éducation à l'environnement auprès des enfants dans les écoles. Le premier projet que nous avons mis en place de ce style était le projet BING. BING, ça veut dire biodiversité négligée de Guyane. Dans ce projet-là, on s'est intéressé à la fois aux fourmis et au groupe des champignons, les deux groupes les plus importants. Et ce que l'on a développé avec Comme au carré, c'était des ateliers pédagogiques qui s'appelaient Dans la blouse d'un chercheur BING. À ces ateliers pédagogiques étaient associés des classeurs avec des fiches de ce style-là, des fiches que les enseignants et les enfants pouvaient utiliser en classe pour découvrir et expérimenter autour des fourmis de leur environnement. Donc là, cette fiche-là, c'était identifier les fourmis de l'école, par exemple, avec laquelle était associée une clé des principales espèces de fourmis que l'on rencontre dans les environnements urbains de Guyane. Donc, ce premier projet a eu un grand succès dans les écoles. Les classeurs sont d'ailleurs toujours disponibles sur Internet et si ça vous intéresse, vous pouvez avoir l'adresse pour les récupérer. Fort de ce succès, on s'est dit qu'il y avait d'autres choses à faire et notamment, actuellement, on s'intéresse à la fois à la biodiversité urbaine de Guyane dans le cadre d'un projet qui s'appelle BUG, cette fois-ci pour biodiversité urbaine de Guyane, et un autre projet dont je vais vous parler également, qui est le projet IBREV, qui lui s'intéresse plus à la modélisation des fourmis pour les intégrer dans des environnements de réalité virtuelle. Donc le projet BUG, qu'est-ce que c'est? Ce projet BUG, il a pour objectif d'améliorer la connaissance autour de la biodiversité urbaine en Guyane. Pourquoi la biodiversité urbaine? Parce que cette biodiversité urbaine, elle est facilement accessible, et puis donc accessible aux enfants, à tous, et puis aussi cette biodiversité urbaine, les environnements urbains, sont des lieux privilégiés d'introduction d'espèces exotiques qui peuvent s'avérer envahissantes. Et donc ce que l'on développe actuellement, c'est d'enrôler de jeunes scientifiques dans les écoles autour d'activités de sciences participatives dans lesquelles les enfants ont pour mission de collecter les fourmis de leur jardin ou de la cour de leur immeuble. Ces fourmis sont ensuite identifiées et au final, on espère pouvoir dresser une cartographie la plus précise possible de la diversité des fourmis urbaines. Alors pourquoi s'intéresser aux espèces exotiques? Je vais vous parler là juste rapidement des invasions biologiques, parce que ces invasions biologiques sont une des causes majeures du déclin actuel de la biodiversité dans son ensemble. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes majeures. Et les invasions biologiques peuvent être aussi mises en parallèle avec les épidémies humaines. Et donc, si c'est bien un sujet d'actualité, ces épidémies humaines, les processus en cours sont assez les mêmes. La première étape, c'est qu'une espèce va arriver dans un nouvel environnement, va être introduite dans un nouvel environnement suite à un transport qui est souvent un transport par l'homme, soit volontaire, soit involontaire. Une fois que cette espèce est arrivée dans ce nouvel environnement, si cet environnement lui convient, si elle arrive à y survivre, elle peut s'y établir et puis se développer. Et on arrive là à une invasion biologique et ces espèces envahissantes vont monopoliser les ressources au détriment des espèces locales et donc avoir des effets négatifs, éliminer les espèces locales en monopolisant les ressources. Dans le cadre d'une épidémie, on a exactement les mêmes étapes. Une étape d'exposition, d'arrivée d'un agent pathogène qui va contaminer un humain. Il va être infecté, il va le transmettre. Si cette transmission devient forte, on est dans un cadre épidémique. Et si cette épidémie se développe suite à des transports, on est dans un cadre pandémique que tout le monde connaît assez bien depuis bien trop longtemps maintenant. Et les invasions biologiques sont aussi coûteuses
en termes monétaires, financiers. Et là, je vais vous prendre un exemple du coût que peut avoir une invasion biologique avec l'exemple de la fourmi de feu. C'est une fourmi qui a été introduite dans les années 50 au sud des États-Unis et qui, depuis, a envahi tout le sud du pays, voire même maintenant, commence à envahir la Californie. Et cette fourmi de feu a été introduite depuis l'Amérique du Sud jusqu'aux États-Unis par des activités humaines. Et le coût annuel de cette invasion de la fourmi de feu aux États-Unis est estimé à plus de 5 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas anodin, sachant que les États-Unis ne sont pas le seul pays envahi par des espèces envahissantes et qu'il n'y a pas que la fourmi de feu qui est envahissante. Et donc, les estimations récentes du coût des invasions biologiques par an s'élèvent dans le monde entier à plus de 70 milliards de dollars. Donc, si vous n'êtes pas convaincu encore de l'effet néfaste que peuvent avoir les invasions biologiques sur la biodiversité, peut-être que sur le portefeuille, c'est un argument un peu plus convaincant. Et donc, nous, on va essayer de cartographier la biodiversité urbaine de Guyane pour arriver à détecter le plus précocement des espèces qui pourraient s'avérer envahissantes et avoir des effets néfastes sur l'environnement urbain. Donc ça, c'est le projet BUG. Et pour terminer, ce projet IBREV, qui lui veut dire éducation à la biodiversité par la réalité virtuelle, lui, il a pour objectif d'intéresser les plus jeunes aux fourmis et aux champignons, parce que dans tous ces projets, il y a aussi les champignons, par des technologies actuelles. J'ai essayé de vous convaincre de ça, qu'on peut considérer que les fourmis sont belles et intéressantes, du coup, au travers des photos, mais on peut aussi faire mieux en développant de la réalité virtuelle qui permet à l'observateur d'être rétréci, comme dans un film assez ancien maintenant qui s'appelait « Chérie, j'ai rétréci les gosses », donc d'être à la taille d'une fourmi et d'aller se promener à la rencontre de vraies fourmis modélisées en 3D et de champignons issus de la forêt guyanaise. Alors, comment on fait ça? On fait ça en utilisant de vrais spécimens de fourmis que l'on va soit passer dans une machine qui s'appelle un microtomographe à rayon X, et on obtient un modèle qui est très précis en 3D de fourmis, mais qui n'a pas de texture. Et on peut prendre une autre technique qui est la photogrammétrie. Et là, à ce moment-là, on va faire des photos pour reconstituer dans tous les sens, pour reconstituer un spécimen qui sera un peu moins précis, mais qui, lui, aura une texture. Et ces spécimens-là, on peut ensuite les animer, voire même les imprimer en 3D directement, pour avoir des modèles de fourmis qui peuvent faire plusieurs centimètres ou plusieurs dizaines de centimètres, alors que l'individu de base, lui, fait à peine 1 millimètre. Et aussi, on peut les injecter dans un environnement de réalité virtuelle pour obtenir ce que fait déjà Google en ce moment. On peut avoir actuellement, avec l'appli Google, soit un crocodile, dans un laboratoire, un manchot empereur dans la forêt du campus, voire même un lion sur un parking. Et nous, ce que l'on envisage de faire, c'est soit d'avoir des fourmis géantes que vous pourrez desquelles vous pourrez aller à la rencontre là où vous voulez, ou alors vous immerger dans la litière de feuilles à la taille d'une fourmi pour aller à la rencontre des fourmis qui seront aussi la géante. Voilà. Et donc, pour terminer, pour conclure, je voudrais juste revenir au fait de pourquoi s'intéresser aux petites bêtes, et donc résumer un peu l'ensemble de mon propos. Pourquoi s'intéresser aux petites bêtes? Si l'on reprend les critères des espèces charismatiques, les deux premiers critères sont que ces espèces charismatiques sont belles et impressionnantes. On peut considérer les fourmis comme belles et impressionnantes. Le troisième critère, c'est que ces espèces charismatiques sont en danger. Les fourmis, comme l'ensemble de la biodiversité et les insectes en particulier, subissent actuellement un déclin important. Et ce déclin, pour les insectes en tout cas, il peut atteindre jusqu'à 70% des espèces, de l'abondance des espèces, depuis une diminution de 70% depuis les années 1970. Donc, c'est pas anodin, et la tendance ne va pas en s'améliorant. Donc, les fourmis et les autres invertébrés, l'ensemble de la biodiversité, finalement, pourraient être considérés comme charismatiques, ou pourra bientôt être
considérés comme charismatiques, rien que sur ce critère de danger. Et finalement, on peut aussi dire que les espèces charismatiques sont là parce elles le sont parce qu'elles sont connues, alors que beaucoup d'autres pourraient l'être. Et on pourrait rajouter aussi un critère à ça, qui est que les fourmis et les autres insectes sont utiles. Rappelez-vous des services écosystémiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a un qui est la pollinisation. Alors, on connaît tous les abeilles. Il est vrai que les fourmis sont des très mauvais pollinisateurs, mais si l'on reprend une phrase qui est probablement, qui est attribuée à Albert Einstein, mais qui est très probablement pas de lui, mais peu importe, la phrase a un sens quand même. Cette phrase, c'est « Si les abeilles disparaissaient du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre ». C'est pas totalement faux. Et donc, ça incite aussi à s'occuper un peu de biodiversité et à protéger ce qui reste encore. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à toi, Jérôme. On a reçu des questions. Alors, on a une question. Pendant combien de temps est-ce qu'on va étudier encore les fourmis en Guyane? On pourrait le faire pendant bien longtemps. Il y a toujours des choses à découvrir et à connaître. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date limite. D'accord, donc c'est pas tout de suite. D'accord. Et j'ai une autre question aussi, peut-être d'un enseignant ou d'un enseignant. Comment fait-on pour se procurer le classeur sur les fourmis? Ils sont disponibles en format PDF à une adresse que tu vas mettre dans les commentaires, je pense, ou tu l'as déjà mise, et ils sont libres. Alors oui, donc j'ai mis en commentaire donc le site pour en savoir plus sur les fourmis de Guyane, biodiversitéguyane.cnrs.fr. Et effectivement, sur ce site, il y a un lien pour télécharger le classeur. Ouais. Pour télécharger le classeur. Alors du coup, je vois pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jérôme. C'était une présentation, comme d'habitude, très intéressante. C'est les commentaires qu'on a également sur le live. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions et que vous n'êtes pas en direct, mais que vous voulez savoir des choses sur les fourmis, donc soit à visiter le site, soit à poser vos questions également à Jérôme, qui se fera un plaisir d'y répondre. On pourra poster les réponses sur cette page également. Alors, est-ce que j'ai une question encore? Oui, effectivement. Alors, on me rappelle qu'on peut également vous fournir, donc le classeur est disponible au téléchargement sur le site internet, mais c'est également possible d'en emprunter une version papier, donc qui peut être avec du matériel, qui peut être utilisé en classe. Donc, pour ça, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Donc, du coup, on vous souhaite une bonne fin de pause déjeuner et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle pause science. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.